Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je suis très fière et honorée d'accueillir Karine. Karine est passée d'une carrière prometteuse chez Danone à une recherche de sens, à une quête de soi pour découvrir l'univers passionnant de la gastronomie et plus précisément du fromage. Elle nous raconte son parcours qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, son chemin qu'elle a pris le temps de façonner à son image, les émotions par lesquelles elle est passée et sa grande fierté d'aujourd'hui. Prendre du plaisir dans son quotidien en étant au contact de ses clients, au cœur du 8e arrondissement de Marseille. Elle les conseille avec gourmandise et professionnalisme. C'est ce qui la fait vibrer aujourd'hui. Karine est fromagère, engagée et passionnée, fondatrice et propriétaire de la fromagerie Calou, qui est aussi son surnom et son univers qu'elle nous fait découvrir dans l'épisode du jour. Bonjour Karine, je suis hyper contente de se recevoir dans le podcast. Bonjour Nathalie. Pour commencer, j'aime bien dire que tout commence par un rêve. Quel est le tien de rêve, Karine? Oh là là, c'est une question très difficile ça. Je peux dire que c'est de vivre en bonne santé, entourée des miens, mais ce que je fais au quotidien. Après, c'est un rêve, c'est pas vraiment un rêve en fait, mais c'est plus l'idéal de vie en fait, plutôt. Très Euh, bien, très bien. Et du coup, tu peux te présenter en me disant qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors avant, j'étais commerciale pour, le groupe Danone, commerciale plus précisément pour leur circuit, qu'ils appellent hors foyer ou hors domicile, qui en fait concerne tout point de vente, de restauration, tout ce qui est vente à emporter, voilà, qui concerne pas les supermarchés en fait. Je visitais ces points de vente-là pour promouvoir leurs marques d'eau minérale, notamment Evian, Badoit, voilà, qui sont les plus grosses marques en restauration de ce groupe-là. Et donc aujourd'hui, j'ai monté mon entreprise, qui s'appelle, Fromagerie Calou, qui est une crèmerie fromagerie où on vend donc, du fromage et tout ce qui est crèmerie, yaourt et cetera. Donc, voilà, j'en ai fait mon lieu, cocon, mon lieu de de prédilection. Et du coup, de Danone à la fromagerie Calou, il n'y a qu'un pas, ou peut-être plusieurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours ou les moments clés à partir du moment où tu étais dans ton poste et tu t'es dit je vais ouvrir une fromagerie? Comment ça s'est fait en fait? Ça a été quand même, assez long. En fait, j'ai donc fait une école de commerce. J'avais l'envie de faire du marketing au départ, c'était l'objectif. Puis finalement, comme j'avais fait mes stages, on va dire plutôt trade marketing, chez Danone, et que j'ai beaucoup aimé la boîte, ça a été une porte d'entrée vers, le milieu de la consommation alimentaire grand public auquel je voulais me destiner et du coup, le commercial était une porte d'entrée pour peut-être un jour accéder à des postes marketing. C'était l'objectif, de mon entrée chez Danone. J'ai beaucoup aimé l'entreprise et les produits. J'aimais le contact client, mais je me réalisais pas forcément, au quotidien, j'étais pas je vibrais pas en fait, pour ce que je faisais. Je me suis nourrie de plein de choses, j'ai beaucoup appris. La boîte est une très belle boîte, avec des formations qui sont hyper intéressantes, mais je me rendais compte que ça allait pas me nourrir, personnellement et dans mon métier au quotidien, par rapport à l'idéal que j'avais de ce que représentait pour moi mon métier en fait, ou en tout cas la vie professionnelle. Et donc j'ai fait 2 années dans la grande distribution qui est un milieu quand même assez difficile, qui est très formateur, qui forge beaucoup, mais qui est très difficile, où j'ai commencé à me poser des questions, de savoir comment je me levais le matin et qu'est-ce qui me faisait vibrer et pourquoi j'étais mal en fait, voilà, dans ce circuit-là et dans ce job-là. Et j'ai pu, du coup basculer dans la partie, restauration, qui m'a donné un peu de respiration, mais je sentais que, ça allait pas être pour moi de toute façon à terme, quelque chose d'épanouissant. Mais, je sentais que je pouvais continuer à me réaliser parce que je voulais rester dans cette belle boîte et que finalement j'étais pas prête encore à faire le grand saut, en fait. Donc j'ai basculé dans cette partie-là qui m'a beaucoup plus, convenu, où il y avait des rapports qui étaient plus humains, c'était plus diversifié parce qu'on s'occupait à la fois des restaurants, des tout
tout ce qui est boulangerie, vente à emporter, puis on sponsorisait des événements et du coup, j'ai quand même un peu plus connecté avec des choses qui m'animaient et des passions, à savoir, vraiment la gastronomie parce que du coup, j'étais en contact avec des chefs. Ça m'a permis de mettre un pied et de commencer à toucher du doigt des domaines qui me convenaient mieux, en fait. Mais je sentais que ce type-là de vente, en fait, me correspondait pas forcément et que j'étais pas forcément à l'aise avec, des contacts en B2B où c'était du coup, donc c'est business to business, où c'était moins dans la proximité, en fait. Même si j'étais en contact, rapproché avec les chefs et moins dans la spontanéité que ce que j'imaginais de la vente aux clients directs. Voilà et puis j'aspirais d'avoir un lieu de vie où il y avait bien sûr de la vente, mais c'était pas qui était vraiment un lieu de vie. Bien sûr, vendre des produits, moi ça me plaît, mais je voulais trouver une passion dans le produit que je vendais et en faire un lieu d'échange, en fait. Donc l'événement, à mon sens, qui, a un petit peu accéléré les choses, c'est que j'ai eu un décès d'une personne proche de ma famille où dans ces moments-là, c'est un moment où malgré tout, on fait un peu le bilan, on est un petit peu, comment dire, à fleur de peau, ça nous permet de nous poser des questions sur la vie en général et sur ce qu'on veut. Ça nous permet de toucher du doigt que la vie est courte et qu'en même temps, il ne faut pas perdre de temps, mais en même temps, il faut aussi, prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut vraiment et malgré ça, à partir de ce moment-là, j'ai quand même mis 4 ans pour me décider. Parce que je ne suis pas de nature impulsive, j'aime bien réfléchir les choses, sentir en sécurité dans le projet dans lequel je me lance. Donc, j'ai mis 4 ans pour réfléchir à ça, à, passer par différentes voies. Le fromage est arrivé, c'était une des premières pistes, mais que j'ai, pas forcément, j'y ai pensé, mais je me suis pas engagée tout de suite là-dedans. Je suis passée par d'autres voies qui ont rien à voir avec le fromage, mais, j'avais besoin en fait de défricher un peu, de comprendre en fait, et je pense qu'on a besoin aussi de se tromper, de passer par des voies, dans lesquelles on va pas forcément, finalement s'accomplir pour finalement rebondir sur le bon domaine en fait. Donc, voilà, j'ai testé plusieurs choses et au bout de 4 ans, j'en suis venue à me dire que bon, voilà, il fallait quand même que j'arrive à prendre une décision parce qu'au final, je revenais toujours à mon poste parce que c'était aussi difficile de quitter une boîte dans laquelle je m'épanouissais malgré tout en termes d'esprit de boîte, dans laquelle je gagnais bien ma vie et dans laquelle j'avais une stabilité. J'avais pas encore de vie de famille, en tout cas de crédit, tout ça qui fait que, on va dire que c'est plus difficile de quitter un job, fixe. Mais pour autant, moi, j'étais quand même attachée à mon confort de vie. Mais, j'en étais arrivée à une situation où dans ces boîtes-là, il faut aussi, quelque part évoluer et quand l'étape d'après, bah, tu sais pas forcément si tu veux cette étape-là, tu sais pas forcément si tu es prête à ça, notamment dans mon cas, c'était prête à sacrifier, par exemple enfin en tout cas d'être prête à bouger, d'avoir une mobilité pour des postes qui peut-être, n'allaient pas en valoir la chandelle par rapport à mes critères à moi, en fait. Donc j'ai eu la chance d'avoir un super chef qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'a proposé de faire un bilan de compétences. Donc bon, c'était, une manière pour moi de poser les choses et de prendre le temps de réfléchir à tout ça parce que dans le quotidien après, on n'a pas forcément le temps, d'écrire sur un papier, bah, les points positifs, les points négatifs, enfin voilà, tout ce qu'un bilan de compétences te pousse à faire et que moi je prendrais pas le temps de le faire si j'avais pas quelqu'un qui m'attendait avec un rendez-vous. Donc j'ai la chance que Danone me finance en fait ce bilan de compétences. C'était pas une surprise en fait ce qui a émergé de ce bilan-là, mais ça m'a au moins confirmé en fait mes engouements, mes goûts et effectivement de prendre ce temps-là et de partir avec des axes en fait à la fin d'action, savoir, bah, quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à moi et quelles actions j'allais mettre en œuvre en fait pour les atteindre. Et ce qui est rigolo, c'est que malgré tout, la fromagerie, elle était en filigrane, mais j'étais dans la c'était l'axe 2, c'est la création d'entreprise. L'axe 1, c'était essayer d'aller vers le marketing, chose que j'avais au départ, prévue et que finalement je m'en étais éloignée et j'avais comme un sentiment d'inachevé. Je voulais essayer d'accomplir ça, en fait. Donc 1er axe, j'ai commencé à postuler, à passer des entretiens. Je me rendais compte que c'était pas forcément évident parce que, en France, c'est vrai qu'il faut avoir, 2 ans d'expérience pour être pris dans un job, dans ce domaine-là ou de manière générale dans tous les jobs, hein, de toute façon et qu'on laisse pas forcément sa chance, même si on a 6 ans d'expérience derrière dans un grand groupe et voilà et les boîtes veulent des gens opérationnels, voilà. Donc je passe des entretiens puis, le cabinet d'accompagnement qui me fait faire mon bilan de compétences me dit: «Mais, il y a une soirée avec des gens qui sont passés par le cabinet, où il y a quelqu'un qui va témoigner sur son expérience parce il est aussi passé par notre cabinet et il est fromager».
Et comme j'avais, émis, cette piste-là, ma consultante, me dit: «Bah, vous devriez venir, il est super sympa et super intéressant» et donc je vais à cette soirée et je rencontre, mon futur, parrain, en fait, mon futur formateur, dans le métier et quand je le rencontre et que je discute avec lui, en fait, il finit par me convaincre qu'en fait, il faut que j'arrête d'avoir peur et qu'il faut que je suive mon intuition et ce que j'ai dans le ventre, en fait et qu'il faut que je fonce. Parce qu'il était tellement heureux, il avait tellement les yeux qui brillaient que je me suis dit: «Mais c'est trop beau, c'est trop bien, j'ai envie d'être comme lui, quoi. J'ai envie d'être aussi heureuse que lui dans mon boulot et de m'accomplir comme c'est son cas» et à partir de là, en fait, tout s'est enchaîné. Donc il m'a un peu pris sous son aile, il a accepté que je vienne passer une journée d'immersion dans sa boutique. Il m'a invité à venir au salon du fromage, qui a eu lieu là ces derniers 3 jours justement et du coup, bah, je me suis renseignée, j'ai, mis en place on va dire ma stratégie de formation, ce que je voulais et cetera et beh, voilà, ça s'est enchaîné à partir de là. Bien sûr, il y a eu la rencontre avec mon parrain. J'ai effectué mon alternance en pâtisserie durant ma formation et également chez une autre fromagère d'Aix-en-Provence qui m'a beaucoup appris et qui m'a permis de participer à l'ouverture de sa boutique, ce qui a été vraiment une chance pour moi parce que j'ai pu voir in situ comment se passait une ouverture avant de pouvoir faire la mienne. Donc elle m'a beaucoup apporté et elle m'a énormément marqué dans ma formation également. Mais ça a mis du temps du coup. C'est un bien, bien beau parcours et surtout, je vois que il est rempli d'aventures et un petit peu de déviations. Tu nous dis que tu as exploré plusieurs voies Ouais. pour ensuite faire le grand saut et surtout motivé par la rencontre de ce fameux fromager dont tu parles, qui avait les yeux qui brillaient. Et tu nous dis qu'en fait, tu avais des peurs, tu avais quelque chose qui te retenait. Je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes qui veulent aussi se réinventer comme toi, qui se disent, bon, je suis pas forcément à ma place, mais c'est un peu le dilemme entre la bonne situation et enfin, la stabilité, comme tu disais, et un peu l'exploration, partir à Mmh l'aventure. mh. Est-ce Mmh. que tu peux nous dire quelles étaient les peurs que tu ressentais? Qu'est-ce que tu te disais en toi pour ne pas passer à l'action? En fait, la difficulté, c'est d'accepter que ta vie va changer, en fait. Par exemple, quand, au départ, j'ai eu cette idée de la fromagerie, je me projetais dans un quotidien, dans un commerce avec du coup, à travailler le samedi et le dimanche, par exemple et je me disais: «Mais oh là là, mais je vais pas être prête à renoncer à mes week-ends», par exemple et puis j'aurais peut-être pas la même liberté que de mon ancien job et puis je vais pas être aussi bien payée et puis est-ce que ça va marcher? Que ces peurs, elles sont liées, en fait, à un changement complètement de vie, en fait. Est-ce qu'on est prêt à changer de vie et la peur de l'inconnu, quelque part. La peur de l'inconnu et toujours cette balance entre ce que tu vas quitter et qu'est-ce que tu vas gagner derrière, en fait. Donc ces peurs-là, elles sont rationnelles, hein. C'est des peurs qui sont, en même temps, heureusement qu'on a un peu peur parce que ça évite aussi de faire n'importe quoi et de faire des bêtises. Mais voilà, c'est la peur du changement, en fait, la peur du changement et derrière, savoir si je vais tout gâcher ou si je vais voilà, si le changement que je vais opérer va aller dans le sens de ce que je veux, à savoir me rendre plus heureuse, en fait. Voilà, dans mon job et dans ma vie de toute façon. Mais moi après, je suis un peu de nature, alors angoissée, mais aussi, je suis de nature assez, carrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai une peur, je vais décider de tout organiser, de tout baliser pour qu'elle s'estompe, même s'il y a toujours une prise de risque et que tu sais jamais, finalement, c'est un pari. Mais j'avais du coup tout organisé quand j'ai vraiment décidé de sauter le pas pour que, j'ai moins peur, en fait, que ce soit, organisé et que ça me rassure, en fait, dans mon organisation. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de justement, une peur que tu as pu organiser pour rassurer les personnes qui sont un peu, tu dis que tu étais angoissée. Mmh. Pour te rassurer, comment est-ce que tu as fait justement? La première étape, ça a été de me dire: «Est-ce que j'aime ce métier-là?» Par exemple, j'ai un engouement de départ, est-ce que j'aime ça? Parce qu'est-ce que je me lance pas dans un métier finalement que j'idéalise et finalement va me décevoir et que je vais me lancer et voilà, je vais être embêtée. Donc, j'ai demandé à la personne là en question, mon parrain dans la profession, qu'il m'accueille au moins une journée chez lui pour que je vois en fait si le quotidien me plairait. Donc ça, c'était déjà la première étape de me rassurer moi sur, l'adéquation entre, ce que j'imagine et j'idéalise et la réalité. Donc il y avait ça et puis un autre exemple, c'est, après derrière, moi, j'ai aussi besoin de me sentir légitime, en fait, dans mon nouveau job. Du coup, derrière, ça passe par de la formation. Alors après, on a chacun des tempéraments différents. Il y a des gens qui vont pas forcément avoir besoin d'une formation en bonne et due forme, clé en main et qui vont se former tout seuls. Mais moi, je fais pas partie de ces gens-là. J'ai besoin de me dire: «Voilà, je suis dans une formation qui est reconnue, je vais bloquer une année en fait, pour me consacrer qu'à ça et du coup, je sais qu'à la sortie, je serai légitime, en tout cas, je me sentirai légitime, en fait,
d'exercer ce métier-là. Après, c'est un métier, on apprend tous les jours, donc je suis plus la même qu'au moment de l'ouverture de la fromagerie. J'ai appris, j'ai mûri, mais en tout cas, je me sentais au moins avoir un socle solide pour me donner le titre de fromagère, en fait. Donc ça a aussi balayé une partie de mes peurs. Et après, il y avait l'aspect plus matériel, qui est que, en fait, j'avais mis en place tout un système, en fait, par rapport aux aides auxquelles on a droit pour bénéficier, par exemple, d'un congé de formation que Danone avait eu la gentillesse de me faciliter, en fait. Ils m'avaient aussi accompagnée, ils avaient un genre de projet d'accompagnement de leurs salariés qui veulent créer leur boîte, donc j'étais accompagnée aussi là-dessus. J'avais quand même la chance d'être dans une boîte qui était hyper facilitante, en fait, sur ce genre de projet. En tout cas, à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'était le cas, et bienveillante. Et du coup, le fait de faire ce congé de formation, ça me permettait de rester salariée, on va dire, dans les papiers de la société, et du coup, de démarrer mes droits au chômage qu'à partir de la fin de la formation et de ma sortie de l'entreprise. Donc, je savais que pendant 2 ans, en fait, j'avais mes droits au chômage, du coup, qui me permettraient de lancer mon activité sans avoir le stress de me dire est-ce que je vais pouvoir me payer, en fait. Parce que ça, c'est vraiment une des peurs, en fait, du chef d'entreprise, de se dire bon, ok, j'essaie de baliser un maximum, j'ai fait mon étude de marché, l'emplacement, il est super, mais derrière, est-ce que tout ce que j'ai prévu va fonctionner, en fait? Et du coup, est-ce que je vais pas m'en mordre les doigts parce que je vais pas arriver à manger? Et finalement, ma passion de départ, qui est que j'adore ce métier, que j'ai un engouement, elle va pas être gâchée par le fait qu'à un moment donné, faut manger aussi, quoi. J'avais organisé les choses de sorte que j'ai pas ces problèmes-là à gérer, et en tout cas que sur des choses sur lesquelles je pouvais agir, que ce soit cadré. Après, une fois que tu ouvres ta boutique et que, il faut que les gens viennent, même si tu as beau tout maîtriser, après derrière, il y a des choses que tu maîtriseras pas. Donc après, il faut aussi se faire confiance et faire confiance en la vie, et ça arrive, en fait. Si tu as pas fait les choses n'importe comment et si tu pars pas à l'aventure, voilà, sans y réfléchir, ça arrive. Voilà. Mais voilà comment, moi, en tout cas, j'ai essayé d'atténuer mes peurs pour avancer plus sereinement sur le projet. Beaucoup de personnes sont encore en poste, elles se demandent, OK, quel est le premier pas que je peux faire? Le fait que tu sois partie à la rencontre du métier par rapport à la personne qui l'incarnait, que tu aies fait cette journée de test, et après que tu aies, entre guillemets, assuré tes arrières, c'est des choses, en fait, qu'on connaît pas trop. C'est un peu, on se dit, soit je suis salarié, soit je suis entrepreneur, je saute un peu dans le vide. Et entre les deux, les réinventions professionnelles comme tu l'as fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en lumière, et tout ce que tu as partagé, c'est vraiment riche en enseignement. Tu nous parles aussi tu n'es plus la même par rapport à quand tu as ouvert ta fromagerie et maintenant. Je pense aussi que tu n'es plus la même par rapport à quand tu travaillais chez Danone. On dit souvent que l'exploration professionnelle, c'est partir à la découverte de soi, de qui on est, et surtout de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Parce qu'à l'école, on apprend les matières, tout ça, mais on n'apprend pas à se connaître. Comment est-ce que tu as vécu justement cette quête de toi, et qu'est-ce que tu as découvert et que tu pourrais nous partager? En fait, je pense qu'on n'imagine pas les ressources qu'on a, et je me souviens, quand j'ai ouvert, je me trouvais pas forcément créative, c'est souvent parfois le cas. Après ça, c'est une question de confiance, hein, mais en tout je me suis étonnée dans ma façon de réagir, de m'adapter et de laisser place à ce que j'aimais, à mes goûts. En fait, j'étais maître à bord. Après, quelque part, mes patrons, c'est mes clients aujourd'hui, parce que si je suis pas à l'heure, c'est eux qui vont plus être au rendez-vous. Enfin, donc on a d'autres patrons, entre guillemets, imaginaires, mais c'est moi qui décidais de la façon dont je voulais faire mes plateaux, dans la façon dont je voulais accueillir mes clients, dans la façon dont je voulais organiser l'ambiance de la boutique. Donc oui, je me suis découvert dans mes ressources et dans la façon dont j'arrivais à mettre en application ce qui m'habitait, en fait. Donc ça, c'est déjà la première étape. Après, on apprend parce qu'on est forcément confronté à la réalité. On apprend dans le management aussi. Donc c'est une quête de tous les jours, en fait. Après, je pense que ça dépend des natures aussi. Moi, je suis un peu dans cette nature-là de creuser, de chercher, de m'améliorer. Enfin, tu sais que dans 2 ans, je ne serai pas la même non plus. Alors, ça ne veut pas dire que je change foncièrement de ma nature profonde, mais en tout cas, je trouve que la création d'entreprise, elle a cet avantage-là de te faire te remettre en question et d'être toujours dans le mouvement, en fait. Parce que c'est pas comme quand tu es salarié dans une entreprise où, quelque part, bon, bien sûr, tu as tes objectifs et ton chef va te challenger sur l'atteinte de ses objectifs et te réveiller si tu t'endors. Mais je trouve que on est plus sur le fil, en fait, dans une entreprise, parce que tu te dis que c'est ton dynamisme, en fait, qui va faire que ton entreprise va prospérer ou pas, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours, en fait, il faut aussi savoir s'accorder des plages de décompression et de calme, en fait. Mais il faut savoir toujours se réinventer, se remettre en question, quoi.
Tu nous as expliqué ton cheminement et ton aventure de chemin de vie, et c'est vrai que ça se vit rarement seul. Tu nous as parlé de ton parrain, fromager. Est-ce que tu as eu d'autres guides, d'autres belles rencontres qui t'ont permis de t'accompagner sur ton chemin de réinvention professionnelle? Ouais, alors, je pense, en premier lieu, vraiment une personne, qui a reçu et qui a accueilli, en fait, ma réflexion de tout départ quand donc la personne de ma famille, est décédée. C'était un ami, de cette personne-là. Bon, en l'occurrence, c'était mon père, hein, qui était décédé et c'est donc un très, très bon ami de mon père qui est d'une nature, très, bienveillante et heu, avec qui je savais que je pouvais discuter, en fait et du coup, on s'est posé sur un canapé ensemble et c'était le 1er Noël, sans mon père et je lui disais: «Mais voilà, je suis pas forcément épanouie dans mon boulot, mais je sais pas vraiment quoi faire, et puis comme ça, on fait un genre de brainstorming improvisé, tu vois? Mais spontané en discutant et moi, je lui dis: «Moi, j'adore manger, voilà, j'aimerais trop ouvrir une boutique» et puis, bah, je me dis: «Mais quel est le produit dans lequel je me verrais?» Puis je dis: «Ah, le fromage, quoi» et heu et en fait, c'est la première personne avec qui j'ai discuté de ça, ça s'est passé, 4 ans avant que je saute le pas, hein et on a vachement discuté et dans la façon dont il a reçu ce que je lui disais, en fait, tu vois, tout était possible, quoi. Il me dit: «Mais c'est génial, contacte des gens, contacte ci, contacte là». Donc lui m'a beaucoup marquée, donc c'est vrai que je pense toujours à lui, quand je pense à la genèse du projet. Après, il y a eu, un ami qui m'a aussi, avec qui j'en ai parlé et qui m'a aussi, confortée dans cette idée-là. Et bien sûr qu'il y a eu la rencontre avec, mon parrain, la rencontre avec, on va dire, mon autre parrain dans la profession qui est, meilleur ouvrier de France et qui m'a dès le départ pris sous son aile aussi, qui a été un de mes profs, en fait, à l'école, de fromage et qui m'a aidée à monter le projet, enfin qui me suit jusqu'à maintenant et qui est vraiment, quelqu'un d'important aussi dans mon projet. Je pense que sans lui, le projet aurait pas eu la même envergure et aujourd'hui, il continue à m'apprendre et il continue à me challenger pour que je m'améliore et après, bien sûr qu'il y a les personnes qui m'entourent au quotidien. J'ai notamment mon compagnon qui est aussi, de nature à me challenger pas mal qui est en support et en aide et qui lui, n'hésite pas un peu à me bousculer pour que je sorte un peu de ma zone de confort et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'après on rentre dans un rythme, pas de routine, mais oui, malgré tout, on est dans une routine. On a la tête dans le guidon, on gère les urgences, des fois aussi on manque de confiance sur certaines choses et lui, il a quand même le mérite de me bousculer un peu et de me dire: «Bah non, mais là, tu devrais y aller, là, fonce, vas-y, rien n'est impossible». Je pense qu'il a marqué des étapes importantes aussi, dans ma réalisation, une fois que la boutique a été ouverte, en fait. Et quel est le plus gros impact que tu aimerais avoir avec ton projet? Aujourd'hui, ce qui me rend heureuse et l'impact auquel je pense quand tu me poses cette question, c'est qu'au final, je me rends compte que le lieu de vie que je voulais créer, il existe et que, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui, moi, me nourrit beaucoup, c'est de sentir que les gens viennent à la fromagerie en étant heureux, en fait, tu vois? Qui prennent plaisir à venir, en fait et que ça devient un lieu de vie où on peut parfois discuter, avec, certains clients ou clientes, pendant un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Quand on va dire que l'affluence le permet et qu'il y a personne derrière qui attend, on va vraiment, discuter, échanger sur différents sujets, que ce soit de leur vie ou de la mienne ou de l'actualité, enfin du contexte et ça, pour moi, au-delà bien sûr de ce que je vais transmettre en fait sur le fromage et sur le produit en lui-même, ça c'est vraiment quelque chose qui moi enfin quand tu me parles d'impact, je pense à ça en fait. C'est, faire plaisir aux gens quoi, que les gens se sentent heureux de venir, de pas faire juste un commerce où, on achète, on revend, ils viennent, ils achètent, bon, il y a des clients qui ont cette optique-là, mais quand même je sens qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils disent: «Bah, je vais chez Calou», ou «Je suis chez Calou», ça me fait plaisir
parce que je sens que c'est devenu un lieu, voilà, où on a plaisir à venir, en fait. Et moi, j'essaie toujours de prendre le temps de discuter, de soit raconter des petites anecdotes sur des produits ou les producteurs qui le fabriquent, soit de demander aux clients comment ils vont parce que de manière sincère. Et après, bien sûr, mon souhait aussi, c'est d'apporter des produits de qualité, de soutenir, en fait, tous les producteurs qui se tuent à la tâche, en fait, pour faire ces produits-là et de quelque part participer à maintenir ces productions-là pour pas qu'on arrive à une alimentation qui soit complètement aseptisée. Tout va être neutralisé, tout va être pasteurisé parce qu'on a peur de tout, en fait. Voilà. Et moi, je suis contente de contribuer à ça. Et après, de manière encore plus globale, je suis contente aussi d'apporter du dynamisme au commerce de proximité, de participer à ça, que les gens posent leur voiture à un endroit et vont dans tous les différents magasins dans la rue dans laquelle je suis, en fait, et de participer à ça aussi, de me dire, ben, c'est vivant, c'est un village, c'est beaucoup plus sympa, même si c'est un mode de consommation, de distribution auquel on va plus ou moins tous, mais que d'aller dans un supermarché où on parle avec personne et on pousse un caddie et on s'en va, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses, quoi. Ça recoupe avec beaucoup de valeurs, en fait, que j'ai et c'est super important pour moi de faire quelque chose qui est en accord avec mes valeurs dans ma vie professionnelle, de donner du sens. C'était ça l'objectif du départ, de donner du sens, en fait, à ce que je fais au quotidien, quoi. Qu'est-ce que j'apporte au quotidien? Quel est l'impact, en fait, de mon travail au quotidien, quoi. Est-ce que tu en étais consciente avant de ces valeurs qui comptaient, qui te faisaient vibrer comme tu me les partages aujourd'hui? Ou est-ce que tu as fait un travail sur toi, tu les as découverts au fur et à mesure? Avant de lancer le projet, j'avais conscience de certaines valeurs. Ça fait plusieurs années que j'essaie d'aller dans une logique de développement durable, mais dans son sens large, hein, pas que l'écologie, que je m'intéresse à ça. C'était une des pistes d'ailleurs de reconversion possible avant d'arriver à la fromagerie. J'en avais conscience depuis longtemps de ça. Après, petit à petit, on va dire que ça s'est resserré sur ces valeurs-là, mais effectivement, c'est dans une quête à moi-même, enfin, dans un travail personnel, à la fois professionnel et personnel, en fait. Et du coup, c'est des choses qui se font de toute façon de manière continue, en fait, et que je continue à faire. Mais bon, après, ça, c'est peut-être, on va dire, l'avancée dans l'âge aussi, dans la maturité, qui fait qu'on arrive mieux à se connaître et qu'on avance, en fait, et qu'on essaie aussi de faire concorder nos actes quotidiens, notre travail et ces valeurs-là. C'est pas forcément toujours facile, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire faut cocher toutes les cases à 100%. On n'est forcément pas parfait sur certaines choses. Mais en tout cas, d'essayer d'y tendre, en fait, d'avoir un idéal vers lequel tendre et d'avoir ça en ligne de mire dans son quotidien quand on travaille et quand on vit, quoi. Justement, pour revenir à l'idéal, tu disais en début d'épisode que ton idéal, c'était de vivre une vie qui te plaît, qui est en accord avec tes valeurs. Je sens que quand tu parles de l'impact que tu veux donner, tu vibres, les gens ne te voient pas là, mais tu avais des étoiles dans les yeux quand tu nous partages ça. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à comment tu te sentais quand tu étais en questionnement, quand tu étais en poste? Est-ce que tu peux nous parler de ta valse des émotions? J'ai plus d'angoisse, en fait, vraiment profonde, en fait, sur qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je sais pas si je ferai ce métier-là toute ma vie, mais en tout cas, je me vois longtemps parce que c'est un domaine qui est riche. Je continue à avoir des angoisses parce qu'il y a effectivement toujours ce truc de se dire mais comment je vais perdurer, comment je me réinvente. Mais c'est pas les mêmes angoisses, en fait. C'est pas des angoisses structurantes et qui te tordent le bide, en fait. Donc, je me sens épanouie, en fait. Je me dis tous les matins, putain, je suis trop contente, en fait, d'aller au travail. J'aime ce que je fais, j'aime ça, en fait. Vraiment, et ça, c'est vraiment une satisfaction très importante. En tout cas, moi, j'y accorde de l'importance. Après, tout le monde n'accorde peut-être pas d'importance au travail. Et à la limite, tant mieux si chacun se satisfait là-dedans, en fait. Mais moi, c'était trop important, en fait, de me dire, mon travail a du sens et j'aime ce que je fais, en fait. Ce truc de se dire: «J'aime ce que je fais», ben moi, ça me rend hyper heureuse quand je me le dis, en fait. Donc ça a changé en ça, forcément. Et du coup, je me sens plus, comment dire? Ancrée. Je me sens plus solide, en fait, sur mes 2 jambes et sur mes appuis. C'est comme si tu avais 4 pieds d'une chaise et que quelque part, il y a déjà, 2 pieds sur 4 qui sont, hyper ancrés. Mais je veux dire, c'est important, en fait. Je dis pas que c'est le plus important dans la vie, mais je trouve que quand même, le travail, si ça se passe bien, en fait, après, tu peux quand même aussi dérouler le reste plus facilement et à la limite vice versa. C'est-à-dire que si ta vie personnelle, elle est bien ancrée aussi, tu peux aussi dérouler ton travail plus facilement. Donc, c'est forcément imbriqué. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. En tout cas, voilà, je me sens plus sereine, en fait, dans ce domaine-là.
Et du coup, tu as un sentiment de plein, on va dire, parce que tu es une femme multicasquette, donc propriétaire, fondatrice de la fromagerie Calou, tu es formatrice. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu partages ton temps ou nous raconter une journée type dans ton quotidien? Bah, en fait, c'est plutôt sur la semaine. Maintenant, j'ai la chance d'avoir une équipe super et donc sur laquelle je peux me reposer pour du coup davantage déléguer et essayer de prendre plus de hauteur en fait. Parce que la difficulté quand on est chef d'entreprise et à la fois, dans mon cas fromagère, c'est que tu as tout un travail en fait de gérant quelque part et de chef d'entreprise que tu dois faire en parallèle du côté opérationnel en fait. Alors quand j'ai ouvert et que j'étais seule, ben, je faisais comme je pouvais et je gérais les deux et du coup, ça veut dire que bah, ça empiète forcément sur la vie personnelle, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est moins le cas aujourd'hui, mais quand même, aujourd'hui, tu vois, j'ai quand même 2 jours de la semaine où je peux me consacrer à cette partie-là vraiment, gérant, chef d'entreprise et le reste du temps, je suis en boutique, en fait. Bah, par exemple, le lundi et le mardi, c'est une journée que je consacre, tout ce qui est administratif, gestion, stratégie, où généralement je suis, ben, à mon bureau et je passe une bonne partie de mon temps sur mon ordinateur. Du mercredi au samedi, je suis en boutique, en fait et je vais pouvoir, alterner entre vraiment être en boutique et servir et peut-être aller livrer des clients, ou aller, voilà, faire des rendez-vous à l'extérieur, voilà, ça c'est assez varié et puis ça dépend des semaines, en fait. Mais c'est ça que j'aime aussi, en fait, c'est que moi j'adore cette, diversité, en fait, dans le quotidien et dans mes semaines, c'est que j'ai des semaines qui sont jamais les mêmes et j'aime avoir ces 2 casquettes-là, en fait, de à la fois gérant et de pouvoir et de continuer à servir et d'être dans l'opérationnel. La difficulté, c'est d'arriver à faire les 2 et de pas être toujours dans un sentiment d'urgence et c'est ça que j'essaie aussi de travailler parce que c'est quand même assez inconfortable de te dire: «J'ai pas trop le temps de prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport à mon quotidien» et de pouvoir définir des axes de développement, voilà, j'essaie de tendre vers ça, mais c'est pas évident, en fait, parce que j'ai toujours un sentiment de courir, d'être dans l'urgence, en fait et d'être pris par la boutique parce que quand tu as une boutique, tu as les horaires et tu as les et la boutique, elle doit être ouverte aux horaires, à l'heure et c'est ça, en fait, qui est, la priorité quelque part. Mais ça n'empêche qu'il faut travailler sur d'autres choses en parallèle et de pas se laisser prendre par l'urgence, en fait. Si on parle du secteur dans lequel tu t'es lancée, donc tu t'es lancée dans le monde de la gastronomie et de la fromagerie, dans le commerce de proximité, en Mmh. étant une femme. Donc c'est un peu le challenge du secteur et du genre, on va dire. Comment est-ce que tu as créé ton business pour te différencier et pour justement rayonner, parce que la fromagerie Calou aujourd'hui c'est quand même un succès. Comment tu es rentrée dans ce secteur hyper challengeant en étant nouvelle, une femme, dans les années 2020? Je sais pas, je me suis pas posé ces questions-là, en fait. Je me suis jamais dit enfin, moi, je me suis jamais dit: «Je suis une femme, ça va être plus difficile», en fait et c'est vrai que, des fois, quand j'entends, ce genre de réflexion, je me dis: «Mais c'est vrai que je me pose jamais la question, en fait». Après, je pense que alors oui, c'était un métier quand même assez masculin, la fromagerie, plutôt masculin, en tout cas et ça tend à changer. Mais j'avais pas le sentiment d'être dans un métier très masculin non plus, tu vois? J'ai pas ouvert, typiquement, un métier qui est très genré comme un garage auto, tu vois? Bon, ça aurait été une question qui se serait posée, mais dans mon cas, c'est quand même beaucoup moins genré, voire pas genré. Après, comme je me pose pas forcément ce genre de questions, peut-être que j'ai pas capté certains signaux, justement des hommes du métier qui me voient arriver. Après, je pense que c'est quand même plus un avantage, qu'un inconvénient, en fait, dans mon cas. Je suis d'une nature à me dire, en fait, que tu sois une femme ou un homme, l'important c'est que ton projet tienne la route, en fait. Alors peut-être que si j'avais été une femme avec un projet qui tenait pas la route, peut-être on me saurait plus, on en aurait peut-être plus, on me l'aurait plus reproché, ou les critiques du style: «Ah bah, c'est une femme, c'est normal», peut-être. Et c'est pareil, dans mon domaine, et dans la création d'entreprise, que tu sois une femme ou un homme, il faut que ton projet tienne la route. En tout cas, voilà, j'ai mené mon projet sans me poser ces questions-là, en me disant que j'allais faire mon maximum, que j'allais faire de mon mieux pour que le projet marche, pour qu'il soit à mon image, que je fasse ce que j'ai envie de faire et que j'allais me donner tous les moyens pour y arriver, en fait. Après, la question du statut de la femme
dans un commerce, elle va être plus par rapport à l'équilibre vie perso et vie pro pour moi, que sur la légitimité ou sur le regard qu'on peut avoir, d'une femme qui arrive dans un domaine, en fait. Du coup, l'idée, c'était de dégommer un préjugé, donc merci pour ça. Si on continue dans les préjugés, aujourd'hui, le modèle de la société, c'est un petit peu, j'ai mon travail, j'ai un CDI, je coche la case, je fais un emprunt pour payer une maison, et du coup, pour payer mon crédit, je vais travailler. Toi, dans ton cas, en fait, à un moment, tu t'es dit, je vais lancer la fromagerie Calou. Je suppose que tu as fait appel à un financement, donc à emprunter. Et il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ont tendance à rêver petit. Et je dis ça parce qu'elles ont peut-être des projets de lieux, de choses, elles ont envie de faire les choses en grand. Donc, elles sont un petit peu bloquées par le financement, de se dire, ah oui, mais je vais pas me faire financer. Après, j'ai un crédit. Après, c'est compliqué. Comment tu as appréhendé ça, toi, par rapport au fait de te dire, je vais ouvrir un lieu, à un moment, je vais devoir investir et payer un prêt par rapport à ça. Quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui veulent se lancer comme toi et avoir recours au financement? En fait, je pense que ce qui est important, c'est, de rassurer, en fait. Mais pour pouvoir rassurer, il faut déjà être rassuré soi-même, en fait. Donc, l'idée, c'est de vraiment bétonner son projet dès le départ, d'être sûr soi-même de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est tout ce dont on a parlé toutes les 2 depuis le début. C'est que ça qui fera que derrière, on sera à même, en fait, de présenter un projet qui tient la route, dans lequel on croit. Si on est en demi-teinte, si on n'est pas sûr, si on n'a pas ficelé tous les éléments qui vont faire le succès de notre entreprise, en fait, forcément qu'à un moment donné, ils vont rentrer dans la brèche, en fait. Donc moi, je me suis même pas posé la question de savoir: «Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va m'accorder un financement?» Je me suis dit déjà, dès le départ: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche, en fait, et que je sois légitime et qu'on me prenne au sérieux, en fait?» Et que je sois, moi, solide et rassurée par mon projet. C'était ça ma question de départ. C'était pas de me dire, je me suis jamais posé la question de me dire: «Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les banques me financent?» en fait. J'ai pas pris la question comme ça. C'est: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon projet marche?» Et derrière, la question du financement est arrivée forcément à un moment donné, et en fait, ça s'est déroulé parce que, moi, par exemple, j'ai démarré ma formation, en septembre, 2014, et derrière, j'avais l'objectif dès le départ d'ouvrir à la sortie de la formation. Je ne voulais pas de temps de latence parce que j'avais tout calculé par rapport à, donc, mes allocations chômage, et cetera, et je ne voulais pas qu'il y ait trop de trous entre les 2. Donc, j'ai démarré ma formation en septembre. J'ai commencé à chercher des locaux pour le futur emplacement dès le début, en fait. Et en février, j'avais trouvé mon local. Donc, j'étais toujours en formation. Et donc, c'était quand même un rythme effréné parce que c'est une alternance. Donc, j'avais mon alternance à Aix et j'avais mes formations à Paris. Donc, j'arrêtais pas. Et donc, quand j'ai trouvé mon local, je me souviens très bien de moi, le soir, en sortie de ma formation, de construire mon business plan parce qu'en fait, il fallait rencontrer les banques rapidement. Et c'est ça qui est un peu la difficulté quand on crée son entreprise, c'est que souvent les étapes sont dépendantes les unes des autres, en fait. Pour que tu puisses signer le compromis de ton local, tu signes ton compromis, puis il y a une clause suspensive, puis derrière, en fait, il faut que tu puisses avoir l'avis de la banque pour pouvoir signer ton local, mais il faut que l'avis de la banque, en fait, arrive avant que ton compromis expire. Enfin, voilà, tout est imbriqué, en fait. Du coup, en fait, moi, je ne me suis pas posé de questions. Comme mon projet il était solide, enfin, moi, je le ressentais comme étant solide, j'ai fait mon business plan, je suis allée solliciter 5 banques, j'ai fait mes rendez-vous, et derrière, je me suis dit, voilà, j'ai fait 5 rendez-vous, j'ai construit un business plan. J'avais quand même un business plan qui était quand même assez épais. Je me suis fait aider de personnes de mon entourage qui étaient comptables et qui m'ont aidé à monter le prévisionnel, et cetera. Et en fait, j'ai fait mes rendez-vous et ça s'est bien passé, parce que j'avais fait mon business plan, parce que j'avais fait vraiment une présentation de ce que je voulais faire, une projection. Après, c'est sûr que j'étais en formation dans des maisons reconnues. J'avais quand même une formation, j'ai fait une école de commerce, donc j'avais quand même une formation qui était reconnue et solide. Je sortais d'une grande boîte, donc voilà, pour moi, j'ai présenté un dossier qui, en tout cas, rassure le banquier, mais que j'ai pas construit pour rassurer le banquier. C'était pas l'objectif de départ. C'était vraiment pour, me rassurer moi et faire que mon projet tienne la route, en fait. Et derrière, si on prend les choses comme ça, à mon sens, derrière, ça se passera forcément toujours bien, derrière avec le banquier. Après, c'est sûr qu'on est dans un contexte compliqué où c'est plus incertain, et ça va dépendre aussi des domaines dans lesquels on veut se lancer. Mais à côté de ça, malgré tout, quand on est solide déjà soi,
pour soi, en fait, il y a peu de chances, en fait, pour qu'on nous barre la route, en fait. Et j'ai eu des avis favorables dans les 5 banques. Ce qui a fait la différence, c'est le timing, en fait, le timing et le taux. J'avais besoin, en fait, d'avoir un accord rapide et j'ai suivi la banque qui a été la plus réactive, qui m'a donné le taux le plus bas et qui, en plus, avec qui j'ai accroché au niveau feeling, en fait. Voilà. Après, il y a d'autres aussi possibilités de financement, on va dire, moindres, parce que la banque, c'est le principal financeur. Après, il y a des organismes comme France Initiative aussi qui permettent d'avoir des petits financements à côté pour compléter. Et quel a été ton plus grand apprentissage par rapport à ta réinvention professionnelle, outre le fait de faire des business plans de malade et d'avoir l'accord de 5 banques, alors que tu en vois 5. Donc ça, c'est quand même à 100%, tu as fait dans le mille. J'étais vraiment multitâche, en fait. Je me rends compte que ça va à 10 000 dans ma tête et que j'arrive à être sur tous les fronts, que j'ai toujours un plan B, un plan C. En fait, le rôle de chef d'entreprise, c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre, en fait. Il faut toujours être sur le qui-vive. Je me suis découvert des parties de moi-même où je vois que j'ai toujours un œil partout, que j'essaie de faire attention à un maximum de choses. Il y a forcément des choses qui m'échappent, mais en tout cas, je me suis découvert comme ça des parties de moi et d'être aussi dans le côté multitâche. Je pense que j'ai jamais autant utilisé ce que j'ai appris en école de commerce que depuis que j'ai monté mon entreprise, parce qu'en fait, on touche à tout, à la com, au marketing, à la comptabilité, à la finance, enfin. Donc ouais, c'est ce côté multitâche, en fait, alors qui, je pense, peut-être est le cas de beaucoup de femmes, mais j'ai vraiment touché du doigt, en fait, ce côté multitâche en montant l'entreprise, en fait. Et quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? D'arriver à gagner ma vie avec un projet qui me passionne et d'avoir voilà, une enseigne qui est maintenant reconnue. Ça me fait plaisir. C'est un petit peu, comment dire, de l'ego, mais ça me fait forcément plaisir quand j'entends quelqu'un dire ah ben, je suis allée acheter mon fromage chez Calou. Ça me fait plaisir parce que c'est mon surnom, en fait. Et quelque part, j'ai réussi à créer un lieu qui me ressemble et ça fait forcément plaisir, en fait. Donc, oui, c'est une fierté pour moi de me dire que ma boutique est reconnue, que la sélection des fromages à laquelle j'ai pensé plaît, trouve un public, que les gens ont plaisir à venir et que j'arrive à vivre d'un métier qui me passionne et qui me plaît, en fait. Et qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, c'est ça, pour moi, c'est une fierté, oui. Et du coup, le but ici aussi, c'est de montrer des vraies histoires avec des vrais flops, donc des vrais apprentissages ou échecs. Quel a été le tien dans ton projet, la vraie chose où tu t'es dit, ah non, mais ça, tu t'es planté et comment tu as su rebondir? Alors, je pense à quelque chose dans le cheminement. En fait, j'avais essayé d'explorer une voie qui était plutôt dans le paramédical et je m'étais lancée, j'avais commencé à préparer des éventuels concours, etc. Et en fait, au bout de 4 mois, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, quoi. C'était pas du tout ça, que je me cherchais et que enfin, que c'était pas cette voie-là, en fait. Que c'était pas ce que je voulais, que c'était plus une façon pour moi quelque part de me cacher ou de pas vraiment arriver à toucher du doigt le vrai domaine dans lequel je voulais m'accomplir. Forcément, en fait, à chaque fois que tu explores une voie et que du coup, c'est pas celle-là, tu as forcément une partie de déception, en fait. Il faut que tu te remettes, en fait, de cette déception-là parce que du coup, tu crées un engouement en toi en te disant: «Putain, je crois que c'est ça, c'est bon, en fait». Tu sais, ce fameux vide, en fait, que tu essaies de combler et tu penses que tu l'as comblé, en fait, c'est pas ça. Et du coup, le vide revient, en fait, après ces moments-là où tu te dis: «En fait, c'est pas ça du tout». OK, bon, alors d'un côté, tu es soulagée parce que tu te dis: «En fait, oui, j'aurais quand même été, dans une voie où ça aurait été, dangereux pour moi, en fait, parce que je me serais engagée, j'aurais perdu du temps et certainement de l'argent, je sais pas, en tout cas beaucoup d'énergie». Mais d'un autre côté, il va falloir trouver la piste, quoi. Ça me va très bien. J'ai envie de rebondir sur la voie que tu as explorée et qui n'a pas abouti. Tu parlais de déception, mais je suis convaincue qu'en fait, on a tous sur notre chemin, c'est un peu comme si on cueillait des fleurs. À un moment, tu fais un bouquet et ton bouquet à toi, c'est la fromagerie Calou. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé te donner à toi avant quand tu étais chez Danone, quand tu sentais ton sentiment de vide et qui pourrait aussi inspirer d'autres personnes à oser se réinventer? C'est essayer d'être dans le ressenti, en fait, et pas dans le mental. C'est difficile et moi, c'est, par exemple, une quête personnelle que j'essaie d'explorer, aujourd'hui personnellement. Mais c'est vrai qu'on est dans des sociétés où, c'est plus le mental, en fait, qui nous guide
que ce qu'on a dans le ventre et le ressenti. Et je pense qu'on fait pas forcément confiance à son instinct, en fait. Et c'est difficile d'entendre la voix, en fait. Enfin, en tout cas, de sentir la vibration dans le ventre. C'est difficile, ça. Après, je pense aussi que c'est lié à la maturité, à comment on avance aussi dans sa vie personnelle, qui fait que petit à petit, cette voix, on essaie de tirer ce fil-là. Ouais, je me donnerais ce conseil de dire: «Écoute-toi, en fait. Écoute cette petite voix, écoute ton instinct, en fait. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, arrête de ne pas te sentir légitime, ou de ne pas te sentir à la hauteur, quoi». Ça, pour moi, ça passe par d'autres voies, en fait, comme, par exemple, le yoga, enfin, voilà, de la méditation, parce que ça permet, en fait, d'éviter de ce mental, en fait, de mouliner en permanence, en fait, et de justement arriver à on n'arrive jamais à faire ce silence-là, mais en tout cas d'essayer de laisser plus de place à ça, en fait. Et du coup, quand on laisse plus de place à ça et qu'on a moins le mental qui mouline et du coup cette peur du matériel, de: «Est-ce que je suis à la hauteur?» parce que tout ça, c'est le mental, en fait, qui parce que finalement, on est tous à la hauteur, c'est juste qu'on se met des barrières et que c'est nous qui étons qui est notre propre obstacle, en fait, au final. Et du coup, si on laisse place à ça, mais c'est très difficile, ce que je te dis, ça c'est, bon, c'est le sur le papier, hein, c'est du, basique, du développement personnel, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'essaie d'explorer ça et c'est ce que je me dirais à moi il y a peut-être 10 ans, quoi. Merci pour cette notion d'écouter sa petite voix intérieure. Je pense qu'on en a beaucoup toutes besoin. On va passer à la partie qui s'appelle le funk des idées. Le concept, c'est de tordre le cou aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Donc, je te dis des débuts de phrases et en fait, tu les complètes de manière spontanée. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que J'en serais capable? le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était Va vers le plus sûr, avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était de l'ordre du rêve ou de l'abstrait, ma plus grande peur, c'était de me planter. j'ai mis longtemps à me décider, mais je l'ai fait. J'ai créé mon entreprise. Même si je suis une femme entrepreneur très occupée, je prends du temps pour moi quand. Quand je cuisine, quand, je passe du temps avec les gens que j'aime. Donc, ce podcast s'appelle Happy, Healthy, Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer sa vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy dans ton quotidien en ce moment? De voir que j'arrive à être moins dans l'urgence, en fait, de prendre le temps de vivre davantage. Ça me rend heureuse, ouais. Est-ce qu'il y a une habitude healthy, bien-être de ta vie de femme, d'entrepreneur que tu aimerais nous partager? Je fais du pilates, mais du pilates à l'ancienne, avec les machines créées par, Joseph Pilates. Et donc ça, j'en fais depuis presque un an maintenant et ça m'apporte beaucoup et je pense que c'est très, très bon, pour la santé. J'ai, mis en place autre chose qui, je pense, est bon pour la santé, pour la vie même, et c'est pour ça que je fais le lien avec le côté entrepreneur. C'est que j'ai réussi à me détacher des écrans quand je mange. Et ça, en fait, je me rendais pas compte, en fait, de l'impact que ça pouvait avoir sur, beaucoup de choses et du coup, ça a un impact aussi sur le temps que je consacre au repas, mais qui est vraiment concentré là-dessus et aussi sur, le sommeil, en fait. Parce que du coup, ça veut pas dire que j'avais du mal à dormir, mais je dormais plus tard. Parce que ça veut pas dire que je regarde plus de films ou de séries, mais je compartimente les choses, en fait, et ça, du coup, ça a un impact qui est assez important sur, beaucoup de choses, en fait. Et qu'est-ce qui est le plus funky, kiffant dans ta vie d'aujourd'hui? Bah, d'avoir une vie trépidante, en fait. J'aime ma vie à 100 à l'heure, trépidante, j'ai mon compagnon qui est sur Paris, donc j'aime bien aussi, cette vie entre 2 villes, de pouvoir, bouger. J'aime bien être dans le mouvement, en fait. Donc j'aime bien, me dire que j'ai à la fois, une vie à Marseille et à Paris. Ça me plaît, ouais. Est-ce qu'il y a un message pour finir que tu aimerais faire passer? C'est d'être, indulgent et bienveillant envers soi-même, en fait. C'est bien de se fixer des objectifs, d'être toujours au rendez-vous, mais il faut aussi être indulgent et lâcher, en fait. Moi, j'essaie de faire ça. C'est dur pour moi parce que j'aime bien, avoir le sentiment de maîtriser, de contrôler. Mais c'est bien aussi de lâcher, de se laisser aussi de la marge de manœuvre et d'être indulgent envers soi-même. Donc ça passe aussi par accepter qu'on ait des moments, en fait, où on ne sait pas forcément, ce qu'on veut faire, où on a des moments à vide. Voilà, c'est un peu plus en hauteur de tout ce qu'on s'est dit, mais c'est voilà, se faire confiance et être, bienveillant et puis effectivement, quand on se trompe et quand
on trébuche, c'est pas grave, quoi, hein. Il y a pas mort d'homme et on avance, quoi. Merci beaucoup, Karine, pour tout ce partage. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver la fromagerie Calou et si tu as une actualité à nous partager? Du coup, la fromagerie Calou, elle est située dans le 8e arrondissement de Marseille, dans le quartier, commerçant de Saint-Ginier. Donc, la boutique, est ouverte, du mardi au samedi. Là, on est en ce moment, sur l'arrivée des chèvres, c'est le printemps, donc on reçoit tous les chèvres, tous les produits estivaux type mozzarella, burrata. Donc, c'est une période qui est sympa parce que, du coup, c'est vraiment l'arrivée des beaux jours, avec des produits comme ça. Voilà l'actualité, on va dire en termes de produits et de vie de la boutique, aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine. En tout cas, n'hésitez pas à aller goûter les fromages de chèvre et toute la collection de Karine. Ils sont délicieux. J'ai hâte d'aller à Marseille juste pour la voir et retourner dans sa fromagerie qui m'a réveillé les papilles. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happysfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Healthy Funky au plus grand nombre.